Ils avaient prédit que les sanctions feraient taire le sol d'Afrique. Pourtant, au cœur du Burkina Faso, un vin de résistance a germé dans la poussière. Ibrahim Traoré a brisé le silence diplomatique en ordonnant qu'on cherche la récolte que personne ne pourra interdire. Et en 3 jours, l'ordre est devenu un mouvement. Peut-on vraiment imaginer qu'une simple racine change le destin d'une nation? Le discours d'Ibrahim Traoré n'était pas un cri de défi, mais un plan de survie. Face à l'embargo de 2024, il n'a ni supplié ni accusé. Il a fixé une promesse simple: faire pousser la souveraineté dans la terre, même que d'autres voulaient assécher. Le pari paraissait insensé, presque naïf. Bâtir une économie d'exportation sans dépendre d'aucune semence importée. Pourtant, chaque mot prononcé ce soir-là au palais de Ouagadougou est devenu le socle d'un projet d'1 milliard de dollars. Le manioc, culture humble mais inépuisable, allait devenir le symbole d'une Afrique qui n'attend plus la permission d'exister. Autour de cette idée s'est tissé un réseau d'agronomes, de soldats et d'artisans. Ce n'était plus une expérience agricole, c'était une déclaration économique. Mais une question persiste. Que se passe-t-il lorsqu'une nation apprend que la dépendance n'est qu'une habitude? En moins de 72 heures, un décret présidentiel a transformé 12 provinces du Burkina Faso en laboratoire vivant d'indépendance. C'était le mini Reveal. La souveraineté ne se rêvait plus, elle se semait. 3 jours, et déjà des convois militaires transportaient des boutures de manioc, tandis que des agronomes formaient des cultivateurs à l'irrigation solaire. Sous la houle sèche du Sahel, la scène paraissait irréelle. Des soldats en uniforme creusant la terre, des ingénieurs calculant la teneur en humidité, des femmes transformant la farine dans des moulins improvisés. Le pays tout entier s'était mis en mouvement, non par colère mais par conviction. Au centre de ce renversement, Ibrahim Traoré orchestrait une stratégie où la discipline valait plus que le discours. Son mot d'ordre: nous ne mendierons pas pour manger ce que nous cultivons, avait tracé la frontière entre la dépendance et la dignité. Chaque région reçut un objectif: convertir 20% de ses terres sous embargo en champs de manioc. Dans les villages du Sud, les premières pousses apparaissaient déjà, promesses d'une économie nouvelle. Le chiffre qui stupéfia les analystes fut simple. En moins d'un trimestre, le pays exportait pour plus de 70 millions de dollars de produits dérivés. Les journaux étrangers, d'abord sceptiques, parlaient d'un embargo inversé. Et tandis que les marchés européens s'inquiétaient d'un effet domino régional, les radios locales diffusaient une phrase devenue refrain: le manioc ne demande la permission à personne. Le Burkina Faso venait d'inventer une politique agricole qui se passait de négociations. Le sol répondait à sa propre logique, les citoyens à leur propre fierté. Ce n'était plus seulement une réaction à la sanction, mais une réinvention nationale. Au sud du pays, dans la province de Koudougou, un jeune agriculteur nommé Idrissa Sawadogo devint l'un des visages du renouveau. Son histoire illustrait l'esprit du plan d'Ibrahim Traoré mieux que n'importe quel discours. Après avoir perdu son contrat de maïs à cause de l'embargo, il vendit son vieux tracteur pour acheter 20 hectares de boutures de manioc venues du Nigeria. 3 mois plus tard, son champ verdissait là où la terre semblait morte. Son épouse gérait la transformation, ses frères emballaient l'amidon, et ses voisins, autrefois sceptiques, demandaient à rejoindre la coopérative. Cette initiative individuelle s'étendit à une vitesse inattendue. Les stations de radio diffusaient les consignes en mouré et en fulfulde: planter la racine que nul ne peut interdire. En quelques semaines, des centaines de micro-fermes se fédérèrent en unions régionales, échangeant techniques, semences et énergie solaire. Les marchés locaux, longtemps saturés de farine importée, commencèrent à proposer un nouveau produit:
le pain du Sahel. Ce goût, disaient les boulangers, était celui de la liberté. Pour Ibrahim Traoré, le message dépassait l'agriculture. Ce qu'il défendait, c'était un modèle mental, un pays capable d'agir sans attendre la permission d'autrui. Sous sa direction, les ministères ne parlaient plus d'aide, mais d'investissement local. L'impact psychologique fut aussi fort que l'impact économique. Le Burkina Faso cessait d'être spectateur de sa survie. Tout commença par un ordre bref, prononcé dans une salle sans caméra: convertissez l'embargo en récolte. Ces mots d'Ibrahim Traoré déclenchèrent la plus rapide mobilisation agricole de l'histoire récente du Burkina Faso. En 48 heures, les convois militaires quittaient Ouagadougou chargés de boutures, d'outils et de manuels d'irrigation. Le ministère de l'Agriculture transforma ses bureaux en centres de commandement. Le pays entier semblait respirer au même rythme que ses semeurs. Les villages les plus frappés par la crise furent les premiers à réagir. À Kaya, des anciens soldats creusèrent des canaux à la pelle. À Fada Ngourma, des professeurs de lycée enseignaient la chimie des sols. À Bobo Dioulasso, les femmes mirent sur pied un atelier de séchage solaire capable de produire 1 tonne de farine par jour. Les radios communautaires diffusèrent une consigne simple: ne cherchez pas ce que l'embargo interdit, faites pousser ce qu'il ignore. Le pic de tension survint au 3e mois. Les exportations de blé étaient tombées à zéro. Les silos regorgeaient de stocks invendus. Pendant que les économistes occidentaux annonçaient l'effondrement, la production nationale de manioc doublait déjà. Ibrahim Traoré visita successivement 3 provinces. Sa présence silencieuse galvanisait les paysans. Il ne promettait rien. Il observait, notait, corrigeait. Chaque déplacement devenait un symbole. Dans ses discours, il parlait d'indépendance nutritive, un concept inédit reliant dignité et productivité. Puis vint l'apogée, la signature du plan Cassava 2025, un programme d'1 milliard de dollars, financé à 80% par des coopératives locales et 20% par des partenariats régionaux. L'objectif: transformer 3 millions de tonnes de manioc d'ici 2026. Des ingénieurs du Mali et du Vietnam furent invités pour concevoir les séchoirs et les convertisseurs d'éthanol. Les universités ouvrirent des cursus d'agrotransformation. En moins de 6 mois, 80 000 emplois étaient créés, dont 40% tenus par des femmes. La résonance ne tarda pas. Les rues de Ouagadougou, jadis paralysées par le chômage, se remplirent de petits commerçants vendant de la fécule nationale. Les boulangeries testaient un nouveau mélange manioc-blé qui séduisait la jeunesse. Dans les mosquées et les églises, les sermons citaient le travail de la terre comme un acte de foi. Les diplomates étrangers observaient incrédules. La nation sous sanction exportait désormais son surplus. La transformation dépassa l'économie. Elle toucha la psychologie collective. Là où l'aide avait enseigné la patience, la production enseignait la discipline. Le manioc n'était plus une plante, c'était un manifeste. Ibrahim Traoré déclara alors: nous avons appris que la sueur protège mieux qu'un traité. Le soir même, des milliers de foyers répétèrent ces mots. Le pays tout entier entra dans une ère où la survie n'était plus un acte subi, mais une compétence partagée. Le Burkina Faso venait de prouver qu'un embargo pouvait se transformer en moteur, et cette leçon commençait tout juste à voyager au-delà de ses frontières. Le succès du plan Cassava ne reposait pas sur des slogans, mais sur des chiffres. 3 mois après son lancement, le Burkina Faso enregistrait une hausse de 240% des surfaces cultivées en manioc. Ce bond, vérifié par le ministère de l'Agriculture et la Banque ouest africaine de développement, équivalait à plus de 80 000 hectares réhabilités. Deuxième indicateur: la création de 80 000 emplois directs,
dont 40% occupés par des femmes. Dans les zones rurales, les coopératives féminines contrôlaient déjà la moitié des unités de séchage et d'éthanol. Troisième donnée, les exportations de produits dérivés de manioc atteignaient 1 milliard USD projeté d'ici 2026, soit une multiplication par 3 des recettes agroalimentaires. Ces résultats provoquèrent un effet de choc dans les chancelleries européennes. Le rapport interne du Conseil agricole de Bruxelles mentionna que l'impact du manioc burkinabé a déplacé les équilibres. Dans les salles feutrées de Paris et de Londres, les analystes parlaient d'une rébellion nutritive. Pendant ce temps, sur le terrain, Ibrahim Traoré exigeait des audits hebdomadaires, rendement par hectare, coût énergétique, volume exporté. Il répétait que la discipline vaut plus que le miracle. Les chiffres s'accompagnaient d'innovations mesurables. 12 provinces disposaient désormais de 120 mégawatts d'énergie renouvelable dédiée à l'agrotransformation. Les stations de séchage fonctionnaient jour et nuit grâce à des capteurs solaires. Sur le plan social, plus de 300 coopératives furent enregistrées en 6 mois, un record national. Le revenu moyen par foyer agricole augmenta de 38% selon les relevés bancaires régionaux. Les universités, elles aussi, suivirent la dynamique. 5 programmes de formation en biotechnologie végétale furent ouverts. Les étudiants étudiaient le manioc comme symbole de souveraineté scientifique. Pour Ibrahim Traoré, ces données servaient de moins à convaincre l'extérieur qu'à responsabiliser l'intérieur. Il affirmait devant la presse: les chiffres ne sont pas des trophées, ils sont des preuves de devoir accompli. Son gouvernement publia chaque mois un bulletin public détaillant la progression des exportations et la consommation interne. Jamais le pays n'avait mesuré avec autant de précision sa propre croissance. Derrière chaque graphique se cachait un récit, celui d'un peuple qui comptait enfin pour lui-même. À mesure que les chiffres du manioc grimpaient, les critiques s'affinèrent. Les chancelleries occidentales qualifièrent la stratégie de illusion populiste. Leur rapport insistait sur 3 points: la volatilité du marché de l'amidon, la dépendance à la pluviométrie et le manque de certification internationale. Selon ces observateurs, la souveraineté agricole de Ibrahim Traoré ne tiendrait pas 3 saisons sans capitaux étrangers. Leurs calculs semblaient précis, mais leur regard restait figé sur d'anciennes équations: aide contre dépendance, production contre conformité. Le deuxième camp d'opposition, plus interne, venait des élites urbaines et des importateurs. Pour eux, le manioc ne représentait qu'un effet de mode nationaliste. Ils dénonçaient la chute des marges sur les importations de blé subventionné, l'instabilité des prix du marché local et la perte d'accès à certains crédits internationaux. À Ouagadougou, des débats animés éclatèrent entre technocrates et agriculteurs. Le gouvernement, pourtant, laissa les faits parler. Les indicateurs des 6 premiers mois furent publiés intégralement. Rendement moyen de 22 tonnes par hectare, exportation stable malgré la saison sèche, demande régionale croissante. L'argument du risque climatique s'effondra lorsque les relevés satellites montrèrent une stabilité inédite des plantations. Et quand les exportations de fécule atteignirent les ports du Bénin, l'accusation de populisme perdit tout poids. Ibrahim Traoré répondit une seule fois lors d'un entretien télévisé: ce n'est pas un miracle politique, c'est une réforme du réel. Sa formule fit le tour des médias. Même certains économistes big sceptiques reconnurent que le Burkina Faso avait réussi à convertir un embargo en avantage compétitif. La critique la plus fine, celle des marchés internationaux, admettait désormais un fait:
Le manioc n'était plus une curiosité tropicale, mais une variable stratégique. Ainsi, le plan Cassava transforma la controverse en validation empirique. Les opposants avaient raison sur un point. Cette expérience bousculait l'ordre établi, mais c'était précisément l'objectif. Une racine défie un embargo. C'est ainsi que débuta la seconde moitié de cette révolution silencieuse. Alors que les analystes parlaient encore d'un succès temporaire, les satellites européens détectaient de nouvelles zones vertes au sud du pays. L'expansion se poursuivait. Les chiffres n'étaient plus des promesses, ils s'affichaient à la lumière du jour. Le plan Cassava franchissait une frontière symbolique. L'autosuffisance alimentaire devenait un signal géopolitique. Pour la première fois, une nation sous sanction exportait plus qu'elle n'importait. Les chancelleries, les chancelleries occidentales s'inquiétèrent, mais Ibrahim Traoré resta calme. Il déclara: nous ne faisons pas la guerre du blé, nous semons la paix du manioc. Cette phrase marqua le tournant. En quelques semaines, le modèle burkinabé fut repris au Ghana, au Niger et au Bénin. Des délégations visitaient Ouagadougou pour comprendre la logistique, les financements communautaires, la discipline du terrain. Le point médian du récit révélait la bascule. Ce qui avait commencé comme une réponse à l'isolement devenait une contagion d'autonomie. Le manioc n'était plus une culture, c'était un langage. Les effets du plan Cassava se répartirent comme des ondes concentriques à travers la société burkinabé. Chaque groupe en ressentit l'impact, parfois économique, souvent moral. Sur le plan alimentaire, la nation redécouvrait son autonomie. Pour la première fois depuis une génération, la ration moyenne par foyer augmenta sans importation. Les boulangeries locales, autrefois dépendantes de la farine subventionnée, adoptèrent une formule à 60% de manioc. Les chefs de canton en firent un symbole d'unité. Le pain du Sahel. Les écoles rurales remplacèrent le riz importé par des galettes de fécule locales. Le pays redécouvrait le goût de sa propre subsistance. Sur le front diplomatique, une autre transformation s'opérait. À Bruxelles, les réunions d'urgence se multipliaient. Les sanctions initiales avaient provoqué l'effet inverse, une indépendance accrue. Les délégations européennes proposèrent des missions de dialogue. Ibrahim Traoré refusa, expliquant: notre sol signe désormais ses propres accords. La phrase fut reprise dans 20 capitales africaines. Le plan Cassava devint un cas d'école diplomatique. Un État enclavé, privé de devises, parvenait à inverser le rapport de force. Des investisseurs du Brésil et de l'Inde s'alignèrent pour créer des coentreprises énergétiques. Quant à la diaspora et au nord, un autre mouvement prenait forme. La diaspora burkinabé, longtemps exilée par nécessité, trouva dans le manioc une raison de revenir. Des techniciens installés à Abidjan ou Paris rapatrièrent leur savoir-faire. Conception de séchoirs solaires, optimisation logistique, gestion coopérative. Un mouvement se forma. Retour au sol. En 9 mois, 2 jeunes diplômés rentrèrent travailler dans les filières agro-industrielles. Et dans les villages, au plus près des marchés et des kiosques, la mutation se voyait à l'œil nu. Dans les marchés de Kaya, les vendeuses arboraient les sacs Made in Faso. Les stations radio diffusaient des chansons dédiées au manioc. Les coopératives, jadis dépendantes de l'aide alimentaire, finançaient désormais les routes locales. Les anciens, témoins des indépendances des années 1960, affirmaient n'avoir jamais vu une transformation aussi profonde. Au-delà des chiffres, c'est la psychologie collective qui changeait. L'économie cédait la place à la dignité productive. Les citoyens parlaient du manioc comme d'un drapeau invisible. Ibrahim Traoré résuma cette mutation. Nous ne produisons pas pour résister, nous produisons pour exister. Et cette phrase, plus qu'un slogan, devint un mode de vie. 6 mois après le lancement du plan Cassava, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique.
Les prochaines saisons détermineront si la révolution silencieuse initiée par Ibrahim Traoré devient un modèle durable ou un cycle fragile. Trois trajectoires se dessinent. Dans un premier scénario, celui de la consolidation, le pays stabilise sa production autour de 2,2 millions de tonnes, maintenant un taux d'autosuffisance de 90%. Les coopératives locales s'institutionnalisent, les universités forment les premiers ingénieurs spécialisés en agroénergie, et les exportations vers le Bénin et le Ghana atteignent 600 millions USD. Dans un scénario plus optimiste que certains appellent l'effet domino, l'alliance AES formalise un pacte agro-industriel régional. Les prix de l'amidon se redressent, attirant de nouveaux partenaires: Brésil, Inde, Malaisie. Le revenu agricole moyen augmente de 50%. Les femmes, majoritaires dans la transformation, accèdent à la gouvernance coopérative. Et dans l'hypothèse la plus pessimiste, marquée par la pression extérieure, les institutions européennes introduisent de nouvelles normes sanitaires, freinant les exportations. Les banques occidentales restreignent les crédits agricoles. La pluviométrie, plus irrégulière, fait chuter la production de 20%. Face à ces trajectoires, Ibrahim Traoré mise sur une stratégie hybride: renforcer la diversification tout en conservant la discipline. Il ordonne la création d'un fonds de stabilisation adossé aux recettes du manioc et aux exportations d'éthanol. La leçon des 12 derniers mois tient en une formule: produire, c'est prévoir. Le Burkina Faso n'attend plus la pluie, il organise son avenir. Dans les villages du centre, la souveraineté avait cessé d'être un mot d'État. Elle s'entendait dans le bruit des moulins et des camions chargés d'amidon. À Ouahigouya, une coopérative de jeunes femmes baptisée Les Racines du Courage gérait un séchoir solaire construit avec des matériaux recyclés. Leur responsable expliquait à la radio locale: nous ne recevons plus des dons, nous livrons des commandes. Cette phrase, simple et fière, résumait l'esprit du pays. Les effets humains se multipliaient, les agriculteurs redevenaient les premiers employeurs, les enseignants constataient que les enfants manquaient moins l'école pendant la saison des récoltes. Dans les zones autrefois dépendantes de l'aide alimentaire, les marchés nocturnes rouvraient. Le manioc y tenait la place d'honneur, non pour sa valeur commerciale, mais pour ce qu'il représentait: l'idée qu'une nation pouvait se relever en travaillant. Les artistes suivaient le mouvement. Des musiciens chantaient la farine du courage, des poètes gravaient sur les murs: la terre se souvient. Même les anciens soldats, reconvertis en agriculteurs, défilaient aux cérémonies nationales, brandissant des sacs de manioc comme d'autres auraient levé un drapeau. Pour Ibrahim Traoré, cette mutation sociale était la victoire la plus profonde. Nous avons remplacé la plainte par le projet. Et dans ce basculement, la société retrouvait un lien ancien, celui entre effort, fierté et continuité. Le Burkina Faso redécouvrait la simplicité du progrès, cultiver ensemble pour vivre debout. La révolution du manioc ne pouvait durer que si elle devenait une méthode. Ibrahim Traoré le répéta lors du Forum national de l'agriculture: la souveraineté n'est pas un instant, c'est une discipline. À partir de cette conviction, son gouvernement établit une feuille de route claire, découpée en 5 étapes mesurables. D'abord, il fallait standardiser la production. Chaque coopérative reçoit un code qualité unique et un manuel technique commun. Objectif: réduire de 20% les pertes post-récolte d'ici 12 mois. Ensuite, numériser la traçabilité devenait l'essentiel. Un réseau de plateformes régionales relie désormais les fermes au centre de séchage. Les transactions sont enregistrées via une application mobile conçue à Ouagadougou. Cette base de données publique sert à garantir la transparence et l'accès au crédit rural. Puis vint la nécessité de diversifier les usages. Les laboratoires nationaux développent 3 gammes: alimentation, biocarburant, textile, biodégradable. D'ici 2026,
30% de la production devrait être transformée localement. L'éducation de la relève s'imposait naturellement. Les universités agricoles intègrent des modules de gestion coopérative et d'agrodiplomatie. Chaque étudiant doit effectuer 6 mois sur le terrain avant l'obtention du diplôme. Le but, ancrer la compétence dans la pratique. Enfin, il restait à exporter la méthode burkinabé. Le Burkina Faso partage son modèle avec les pays membres de l'Alliance AES. Un secrétariat permanent coordonne les normes, la formation et les prix. Ce mécanisme prépare une union économique agricole à l'horizon 2027. Pour Ibrahim Traoré, chaque étape devait être vérifiable. Un tableau d'indicateurs mensuels est affiché publiquement au ministère. La révolution devient mesurable et donc transmissible. Au lever du jour, Idrissa Sawadogo regarde son champ de manioc comme on regarde un drapeau. Autour de lui, les sacs marqués Madine Faso s'empilent, prêts à rejoindre les ports du Bénin. Ses enfants courent entre les rangées. Rien soulève des racines blanches encore couvertes de terre. Ce paysage simple contient tout le sens du projet lancé par Ibrahim Traoré, rendre la fierté visible, palpable, transmissible. À Ouagadougou, les visages ont changé. Moins d'attente, plus d'action. Les vieilles affiches d'aide internationale s'effacent sous les publicités des coopératives locales. Les radios diffusent des poèmes où le mot manioc rime avec dignité. Le pays semble respirer à son propre rythme, enfin, maître de sa cadence. Ibrahim Traoré, debout lors d'une cérémonie à Bobo-Dioulasso, résume la mutation en une phrase calme. Nous avons labouré notre avenir avec nos propres mains. Le silence qui suit vaut toutes les statistiques, car dans ce champ, dans cette poussière devenue promesse, le Burkina Faso a retrouvé son centre, la confiance. Le courage pousse comme une racine. La nuit tombe sur le Sahel et les feuilles de manioc argenté bruissent sous la lune. Le silence n'est plus celui de la résignation, mais celui d'un travail accompli. Dans chaque village, les voix se mêlent aux moteurs des camions qui partent vers l'est chargés de farine et d'espoir. Ce n'est plus un projet politique, c'est une mémoire collective qui s'écrit à main nue. Ibrahim Traoré l'a dit un soir à la radio nationale. Le monde ne nous doit pas la survie, mais l'écoute. Aujourd'hui, le Burkina Faso parle une langue universelle, celle du courage ordinaire. Ces chants racontent ce que les discours n'ont jamais su dire, la dignité tranquille de ceux qui choisissent de rester debout. Et toi, que vois-tu dans cette histoire? Une nation isolée qui résiste ou un continent qui se relève, racine après racine? Si tu crois que la terre peut encore unir, alors partage cette lumière avant qu'elle ne s'éteigne.